Maintenant, si on essaye de se démarquer, de passer cette fois-ci plutôt dans l'univers professionnel, donc de ce qui fait aussi, j'imagine, un peu le pain quotidien de tout un chacun, et qui sont aussi bien les études de consommation que, bon, alors, qu'elles soient en grande conso ou autre. Comment vous voyez les évolutions et les parentés maintenant, Moustapha? Je peux poser une petite question. Il y a quelqu'un qui demande ce que c'est que les quotas. Voilà, alors, voilà, c'est quoi les quotas? Bah tiens, Alain, c'est pour tous les deux. Voilà. Bon, vas-y, parce que excellente introduction à la suite. Le principe des quotas, c'est d'essayer de faire en sorte à ce que l'échantillon qui sera interrogé ressemble à la population de référence. Donc on va déterminer un certain nombre de variables. Grâce à l'INSEE. Donc on a le pour la population générale, on a l'INSEE. L'INSEE pour la population générale, mais ça pourrait être un autre organisme pour d'autres sujets. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire en sorte que, au final, l'échantillon interrogé ressemble le plus possible à la population de référence. Si par exemple la population de référence dit qu'il y a 50% d'hommes et 50% de femmes, pour les 66 millions d'habitants ou 67 millions d'habitants en France, eh bien on fera en sorte que notre échantillon de 1000 personnes soit représentatif de la même manière, c'est-à-dire qu'il y ait la moitié de femmes et la moitié d'hommes. C'est les quotas sur les fameux critères sociodémos, comme on dit dans les familles. Et on peut le faire sur tous les critères. Plus il y a de critères, plus c'est difficile à faire. Mais généralement, les critères de base sont le genre, la tranche d'âge, la région, et puis la taille de l'agglomération, et puis la CSP de la personne qui répond. CSP, catégorie socio-professionnelle. Catégorie socio-professionnelle. Et puis on peut rajouter, de plus en plus, on rajoute le niveau de diplôme, le nombre de personnes dans le foyer, le revenu, qui peuvent rentrer dans ces critères, dans ces variables. Cela étant, plus on en ajoute et plus c'est compliqué d'obtenir à bas prix un échantillon complet. Et justement, ces quotas, là, pour revenir à nos sondages à finalité professionnelle, cette fois-ci non plus politique, c'est encore beaucoup utilisé, voilà, peut-être maintenant là, pour aborder ces types de marchés. Alors c'est utilisé, nous on sait qu'on essaye d'utiliser de plus en plus les sondages aléatoires, de façon à faire en sorte à ce qu'on ne se crée pas des contraintes inutiles pour obtenir nos échantillons. Au départ, les quotas, c'était pour contourner un problème qui était le problème lié à la joignabilité des personnes interrogées. Et donc, on faisait en sorte, quand c'était au téléphone, le téléphone étant un outil pour le ménage, il fallait bien choisir quelqu'un à l'intérieur du foyer pour répondre. Et donc, la méthode des quotas permettait de choisir un coup un homme, un coup une femme, et faire en sorte que ça soit bon. Aujourd'hui, avec le téléphone mobile, 96% de la population française a son téléphone personnel dans sa poche. Donc on peut plus facilement faire du sondage par tirage aléatoire, parce qu'on tombe directement sur la personne qu'on va pouvoir interroger. Et de ce fait, le hasard doit faire en sorte à ce qu'on retrouve qu'on obtienne au final un échantillon qui sera représentatif de la population française. Ça, c'est une évolution très notable. Est-ce que vous pourriez prendre un exemple d'un sondage grande conso, d'enquête de candidature grande conso, pour nous expliquer un peu comment ça marche et encore une fois quel type d'application et quel type d'enseignement, parce qu'encore une fois nous on est là pour les enseignements, ce qu'on peut en tirer. Comment ça marche là? Est-ce qu'il vous vient à l'esprit là maintenant? J'ai un exemple d'enquête réalisée. Ouais, un exemple d'enquête réalisée sur un truc qu'on... Puis j'ai me parler de plus, si je peux me permettre. Pardon. En ce moment, là, parce que vous avez comme sondage. On fait beaucoup. Enfin, là, on fait des sondages auprès des plus forts. Pardon. On fait des sondages en ce moment auprès d'un échantillon représentatif de la population française sur l'étiquetage des produits alimentaires et en fait l'importance de cet étiquetage dans le choix des produits. Et donc là, on a effectivement
cet échantillon qui est tiré au hasard, en fait, on appelle les gens au hasard. Et là, pour le coup, sont des enquêtes par téléphone, sont juste pour les là, ce sont des enquêtes qui sont par téléphone. On pourrait faire la même chose par Internet. Hein. Là, nous, on fait par téléphone. On recherche effectivement, donc on part d'une structure classique du foyer, mais à l'intérieur du foyer, en fait, on va rechercher les gens qui font les achats, et notamment les achats alimentaires. Donc ça, c'est une contrainte. Donc notre échantillon, au départ, il est représentatif de la population française. Et puis, si la personne fait les achats, on l'interroge. Et si la personne ne fait pas les achats, en fait, on demande à parler à la personne qui fait les achats et on refait toute la signalétique pour déterminer, pour pouvoir interroger quelqu'un qui fait les achats. Et ensuite, on interroge effectivement les personnes sur certains produits et on leur demande, en fait, et là, par exemple, sans rentrer forcément dans le détail de ce qu'est la demande de votre mandant, l'objectif est quoi? Qu'est-ce qu'on pourra en tirer de ce type d'approche? Et qu'est-ce que, après ça, ensuite, plus généralement, qu'est-ce qu'on peut pas tirer? Le client se pose la question de savoir quelle est l'influence de l'étiquetage sur, et notamment de l'étiquetage de type Nutri-Score, sur l'achat de certains produits. Et donc, le principe est d'avoir choisi un certain nombre de produits et de demander à chaque consommateur, en fait, si l'étiquetage sous la forme d'un Nutri-Score lui donne envie d'acheter le produit, ou si sur la base d'un autre type de score lui donnerait aussi envie d'acheter le produit, et ainsi de suite. Et donc on teste 4 ou 5 formules, je pense que c'est 5 formules différentes de scores affichés sur les produits alimentaires. Et est-ce que vous avez été confronté, là je vois par exemple ce qui nous a été, juste pour vous dire par parenthèse, l'origine de notre table ronde de l'ONU, c'est avec Alain un moment sur nos histoires de santé, encore une fois, de santé, de choix de santé, de politique. On revient de politique publique de santé. On est tombé il n'y a pas très longtemps, on ne dirait pas forcément qui l'a fait, qui a été l'émetteur et autres, mais la question c'était sur les attitudes des Français et les pratiques, de pratiques ou non, de numérique en santé, d'utilisation de dossiers médicaux partagés ou personnels en santé. Et ce qu'on a vu, c'est que, alors, est-ce que c'était l'interprétation? Est-ce que c'était le terrain? Je ne saurais pas vous dire, mais la grande question qu'on avait là, mais ces trucs-là paraissent complètement hors sol et hors des pratiques véritables des Français. Parce que par exemple, pour tout ce qui nous concernait, qui était l'utilisation du fameux dossier médical personnel, on avait des trucs, alors c'était aussi des chiffres qui sont avancés, qui étaient avancés par je veux dire, les différents services publics qui sont globalement derrière et qui faisaient état de plusieurs millions, parlons de 10 millions là-dessus. Et quand vous interviewiez de l'autre côté, c'est-à-dire ceux qui les utilisaient vraiment, donc par exemple les utilisateurs de logiciels ou de données globalement de l'aide santé, mais ouais, il y a peut-être 8 millions qui sont là, mais qui sont théoriquement ouverts, mais dans le contenu, la pratique véritable de ce que font les gens, il y en a à peine 20 000 qui sont globalement utilisables. Donc voilà, ça oui, mais bon, entre la pénétration d'un service et l'utilisation d'un service, évidemment, il y a des grandes différences. Mais le défrichage, entre guillemets, qui est souvent fait par les enquêtes, les études marketing, c'est quand même bien de savoir les perspectives de lancement d'un produit ou d'évolution d'un produit, c'est de percevoir des images. Beaucoup d'études se font sur les domaines d'images, ce qui donne lieu après, traduit par des professionnels aguerris à des campagnes de publicité, parce qu'il faut bien que ça finisse pas comme ça. Hein. Dès lors qu'on fait de l'image, on va communiquer sur le produit, mais on a aussi des études de fond. J'y ai fait allusion tout à l'heure, qui dans le métier s'appellent des études d'usage et attitude. C'est des très grosses études, très lourdes, avec des questionnaires qui durent facilement 30 minutes, voire plus, et qui vont complètement décrire, je sais pas, on va prendre l'exemple du café par exemple, ou l'exemple de je ne sais quel produit de consommation, tout ce qu'on peut
comment dire, ce qu'on peut agréger autour de la consommation de café, d'abord la notoriété des marques, d'abord, enfin bon, tout ce qu'on peut imaginer, de façon à ce que le client, au final, ait un tableau complet. En général, il est sur le marché, où il veut lancer un nouveau produit, où il veut changer de packaging, enfin bon, il y a plein. Alors vous avez aussi des tests de produits, il ne faut pas oublier ça. Ça a été, je ne sais pas si on en fait beaucoup maintenant, mais à une époque, on faisait beaucoup de tests de produits. C'était Cali, c'était surtout Cali. C'était Cali, mais avec, attention, avec Internet, le gros avantage des questionnaires web, c'est que on peut montrer beaucoup de choses et la personne peut accéder à un petit film ou un petit tout ce qu'on veut qui présente ce qui est là est plus riche dans l'information de la personne qui répond que ce qu'on faisait avant avec les quoique qui a participé à ça. Toi, à une époque, l'enquêteur encore en face à face, mais équipé d'une tablette pour remplir les informations, avait une autre tablette pour montrer les choses, ce qui fait que à ce niveau-là, les enquêteurs commençaient à dire non, attendez, là, déjà il faut arriver chez les gens, demander une prise pour brancher d'autres trucs, parce que sinon ça va tomber en panne, et puis manipuler deux tablettes, c'était un peu compliqué. Donc finalement, quand la personne est tranquillement chez elle, sur son ordinateur, en train de remplir son questionnaire, c'est plus facile, et elle a tous les avantages, entre guillemets, qui peuvent être procurés par le questionnaire Internet, en étant... en pouvant s'y remettre à plusieurs fois en plus. Si la personne veut s'arrêter et reprend 1 heure après, 2 heures après, elle peut très bien le faire. Donc c'est un certain confort. Le problème, c'est que... Vous savez, on écoute de ce côté-là, donc oui, il y a des avancées tout à fait profondes et fortes par l'utilisation finalement des questionnaires. Moi, si vous voulez, moi j'ai pas de critique particulière par rapport aux outils. La question qu'on peut se poser, c'est la fiabilité des populations étudiées. Par exemple, sur un sondage qui serait pour mesurer des usages, un panel convient tout à fait, parce qu'on ne va pas demander au résultat d'être la représentation de ce qui se passerait pour l'ensemble de la population, on va simplement demander à cet échantillon de donner un avis sur un usage. Et donc le côté représentatif n'a pas d'importance dans ce cas-là. Donc un panel est tout à fait adapté. En revanche, quand on veut projeter, en fait, se projeter sur en utilisant une population de référence pour dire voilà comment l'ensemble de la population va se comporter, à ce moment-là, on a intérêt à faire en sorte que l'échantillon qu'on a choisi soit bien le reflet de cette population. Et c'est là où il y a des écarts. Pour répondre à votre question, sur un sondage, on ne peut pas déterminer comme ça si c'est bien, si c'est pas bien, si ça a été bien fait, si ça n'a pas été bien fait. Pour pouvoir déterminer ça, il faudrait avoir toutes les informations liées au sondage qui a été fait. Et à partir de là, on peut dire, bah oui, ce sondage, il correspond bien, en fait, à ce qu'on attend. Et je dirais, il a été fait en respectant toutes les règles qui permettent d'obtenir un résultat de bonne qualité. A priori, il n'y a pas de raison que ça soit différent. Et si le résultat ne correspond pas à ce que vous pensez, peut-être que c'est tout simplement parce que l'échantillon qui a répondu pense autrement, tout simplement en fait. Une grosse difficulté d'ajustement de ce côté-là. Je vois une question qui est une remarque qui est là du docteur Ivana Aluskova, là, le truc s'affiche de ce côté-là, qui justement sur ces questions de plan santé, innovation et nutrition, voilà, c'est une intervention sur la prévention et la nutrition. Est-ce que madame, on peut vous passer la parole et vous pouvez reformuler votre question, voilà, pour... hein, elle est partie, ah bon, alors elle est partie, pas de bol. Bon, donc, voilà, question justement sur qui est une articulation, j'allais dire, entre les politiques publiques et la prévention. Est-ce que vous avez eu l'occasion, l'un ou l'autre, de travailler sur les labels? Là, je pense que c'était à propos d'étiquetage que venait cette question-là, sur les labels bio ou les labels prévention. C'est ce qu'on est en train de faire en ce moment. Ce que vous êtes en train de faire en ce moment, vous pouvez en parler ou pas trop non, parce que c'est en cours, c'est difficile. Mais donc ça ne correspond à une demande. C'est une demande sur l'influence de l'affichage, des scores de qualité des produits. Donc essaye de déterminer en fait
quels sont les scores qui influencent le plus l'achat des produits. Bon, donc rendez-vous bientôt, mais pas tout de suite. C'est en gros... c'est pas fini, et deux, une fois que c'est fini, il faudra que ça soit étudié, traité, analysé. Alors on a une autre question de Jean-Marie. Jean-Marie, c'est Jean-Marie Fessler, celui-là. Jean-Marie qui revient sur les questions d'articulation. Alors là, c'est des quasi philosophiques, hein, entre sondage et politique. Jean-Marie, à vous. Oui, merci. Merci aux intervenants. Quels sont les liens positifs et ou négatifs entre sondage et démocratie? Alors, vous avez 4 heures. La question de cours en 40 secondes. Vous avez 4 heures. Est-ce qu'il y a des sondages dans les États autoritaires? Oui. Ah. Oui. Absolument, oui. Oui. Voilà. Et puis, j'avais une seconde question qui est bien plus simple. Ouais. Que reflète la prolifération des sondages de nos états psychiques? Alors, vaste question. Moustapha, c'est pour vous. Et après Alain, voilà, sur... Ça, c'est pas une question pour un sondeur, c'est une question pour... Eh ben oui, mais les sondeurs, ça a bien le droit d'avoir des idées quand même. Attendez, là, ils se cachent, pour monsieur et madame tout le monde. Oui, la pression, elle existe. Quand tous les jours, on vous annonce que celui auquel vous ne croyez pas va être élu, forcément, au bout d'un moment, vous finissez par vous poser des questions et ça vous influence dans vos attitudes. Donc, la vraie difficulté, c'est de savoir si ces informations, elles sont fausses, à quoi correspondent les photos, est-ce qu'on m'intoxique ou est-ce qu'on me dit la vérité, est-ce que le sondage qui a été fait correctement ou pas. Alors, il y a des commissions qui ont été mises en place, il y a une déontologie qui fait que les professionnels se tirent rarement une balle dans le pied, donc tout le monde essaye de faire sérieusement son boulot, et donc on peut estimer que tout ça s'est fait sérieusement et que c'est de bonne qualité. Maintenant, on n'est jamais à l'abri de choses qui ne vont pas bien. Moi, j'ai juste un doute sur les gens qui regroupent les sondages. Alain en parlait tout à l'heure, des sociétés qui font une moyenne des sondages. C'est plutôt des chercheurs. C'est techniquement pas possible, en fait, dans la mesure où, comme les sondages sont des sondages qui ne sont pas faits au même moment, qui ne sont pas sur les mêmes populations, qui ne sont pas, comment dire, pour les questions les questions ne sont pas posées de la même manière, etc. Quand on mélange tout ça, je ne suis pas sûr qu'on obtienne une moyenne. Moi, j'ai plutôt tendance à dire que effectivement, on peut regarder les chiffres et dire, bon voilà, un coup il est à 10, un coup il est à 12, mais est-ce que ça fait une moyenne au final? J'en suis pas sûr. Précaution. Alors Alain et puis Jacques après, ouais. Non, mais c'est très approximatif, évidemment. Reprendre des sondages, mais il y en a tellement qui sont faits dans une semaine qu'on peut prendre des sondages de la semaine. C'est ce que font certains chercheurs, donc il y a très peu d'intervalle de temps. Maintenant, ce qu'on ne sait pas, évidemment, c'est... Enfin, ce qu'on sait, nous, c'est que l'ordre des questions et les contenus des questions qui sont posées avant les intentions de vote vont jouer sur la réponse aux intentions de vote. Donc, comme on ne sait pas ce qu'il y a dans le questionnaire avant, on est un peu gêné. Et juste, je voudrais rajouter une petite anecdote rigolote quand même, c'est qu'à une époque, Jean-Marie a parlé des pays totalitaires. Alors, sans aller dans les pays totalitaires, en France, à une époque, les RG faisaient des sondages. Ah mais oui, absolument. Ouais. Ils ne le font plus, je crois, ils n'osent plus. Et les résultats qui sortaient des RG, quand ils étaient publiés, c'était complètement équilatéral de ce qui sortait des instituts de sondage. C'était vraiment du sondage maison fabriqué par le ministère de l'Intérieur. Ça a existé chez nous, maintenant c'est fini. Maintenant, dans les pays totalitaires, c'est vrai qu'il y a des instituts de sondage. Il y a un institut en Russie dont on a parlé ces temps derniers, qui apparemment ne travaille pas trop mal en plus. Hein. Je sais pas, moi je suis allé auditer un terrain téléphonique à Moscou, enfin à côté de Moscou il y a 2 ans. Ils font des sondages, et ces sondages sont faits sérieusement. Sérieusement, après... c'est qu'est-ce qui est publié. Mais qu'est-ce qu'on en fait? Qu'est-ce qu'on en fait? C'est toujours...
est-ce que vous pourriez nous emmener dans les coulisses de sondages un peu d'une autre nature? Je vais citer 3 exemples, et puis vous choisirez si vous pouvez traiter les trois. Bon. Shanghai, le classement de Shanghai. Voilà une grande enquête mondiale. Qu'est-ce qu'il y a dans les coulisses de l'enquête? Autre sujet, PAVI. PAVI, c'est une enquête pour voir quel est le niveau qui sort de l'enseignement dans tous les pays européens. C'est Pisa, non? C'est Pisa. C'est une autre ville. PAVI, c'est joli, mais... Pisa. Et puis enfin, il y a une enquête annuelle du Point sur le classement des hôpitaux. Alors 400 hôpitaux, il les classe. Alors voilà 3 sujets d'enquête sur lesquels il y a forcément des problèmes. C'est pas du tout des sondages. C'est pas des sondages. Ce ne sont pas des sondages, voilà. Mais justement, c'est intéressant d'avoir votre regard de professionnels là-dessus. Merci Jean-Marie. Comment dire, ce ne sont pas des sondages, ce sont des études à partir de résultats concrets. C'est-à-dire que PAVI, c'est de la compile de données. On pose des questions à des enfants, on saisit toutes les questions dans un logiciel et on en tire un certain nombre d'enseignements. Donc ça c'est la réalité. Mais après, on peut se poser la question sur la manière dont on pose la question pour faire l'évaluation des enfants. Mais sur le fond, le résultat qu'on obtient, c'est la compilation de toutes les réponses. Moi, j'avais essayé de mettre ça sur le titre « Enquête quantitative ». Il y a l'enquête quantitative, mais c'est pas semblable. Mais oui, c'est pas tout à fait la même chose, parce que, en fait, là, on est sur des évaluations. En fait, on évalue les réponses d'enfants à des questions données. Et donc, la réponse, elle est bonne ou elle n'est pas bonne. Et après, on regarde quel est le score obtenu sur une réponse pour laquelle on estime que les enfants devraient avoir ou devraient connaître la réponse. Donc, c'est pas un sondage. Pour Pisa, c'est tout à fait exact. Mais ça me pose la question, moi je vais rebondir en élargissant, pardon Jacques, là-dessus, c'est c'est toujours l'angoisse finalement de tout décideur dans la bande, c'est la différence entre la mesure de la réalité, l'indicateur de réalité, et la mesure d'une opinion ou d'une perception des choses. Je dirais que souvent, et